références bibliographiques de votre article disent sur vous. On va regarder des enjeux du monde de la publication, de la communication scientifique quelques pièges que le chercheur il tombe souvent parce qu'on se cherche à monter nos indicateurs, on veut publier davantage et donc on porte moins attention à certains éléments. Donc, on risque de nuire la qualité de notre article. Donc, je vais plus partager des astuces pour assurer que on a un article qui est davantage cité et que ça contribue aussi à notre crédibilité en tant que chercheur expert de notre domaine. En une petite mise en contexte, donc c'est ça, j'ai mentionné un peu la culture du publish or perish. C'est la pression pour publier davantage, c'est l'impact factor des revues. On veut connaître les citations que nos articles ont obtenues et on veut monter nos indicateurs. Parce qu'on sait que ça démontre la qualité et c'est ça que c'est davantage visible dans la communauté scientifique mondiale. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut publier, on veut être cité. Par contre, il y a des dérives dans la communauté. Hein. On a vu un peu la présentation précédente. Il y a des dérives, il y a des usages qui ne sont pas adéquats reliés à toute la compilation d'indicateurs, les mesures, l'évaluation de la qualité de la recherche. Donc, il y a plusieurs éléments là, que je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on regarde ensemble. Et entre autres, on va regarder des pratiques frauduleuses qui sont un peu qui ont été identifiées là, dans la communauté scientifique, des services prédateurs qui sont de plus en plus difficiles à reconnaître. Donc, comment peut-on s'assurer là, de publier la bonne recherche d'une façon crédible et qui contribue à notre bagage en tant que chercheur. Donc, voilà, je vais faire le tour de quelques services prédateurs. C'est important de souligner que ce n'est pas garanti que cette revue-là, c'est une revue prédatrice. Ce n'est pas une garantie que vous allez le faire la recherche et elle va être toujours en ligne, toujours disponible parce que les éditeurs, les revues prédatrices sont toujours en train de se réinventer. Parce que au moment où les chercheurs, avec les réseaux sociaux et tous les échanges là, dans la communauté scientifique, dès qu'on identifie des éditeurs des revues prédatrices, on le diffuse. Donc, c'est assez rapidement là, reconnu par la communauté. Donc, ils sont toujours en train de se réinventer. Donc, ça veut juste dire qu'il faut vraiment être vigilant pour vous, le chercheur, lorsque vous tombez sur une possible revue, vous êtes en train de choisir une revue dans laquelle soumettre votre manuscrit. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une bonne revue? Oui, il y a cette question-là. Est-ce que c'est une bonne? Est-ce que c'est une assez bonne revue? Mais il faut aller vraiment au-delà de cette question-là. Est-ce que c'est une revue crédible? Ici, c'est un excellent exemple et je trouve aussi très amusant de voir le titre de la revue, hein, Infectious and Non-Infectious Diseases. Donc, à peu près toutes les maladies sont prévues dans cette revue-là. Ça fait rigoler un peu.
Et bon, il s'affiche en ISSN. Si on regarde là, un peu plus loin, ils indiquent aussi que la revue elle a un impact facteur. Donc, on pourrait conclure que c'est une revue, une vraie revue, une revue crédible. Impact moyen, mais une revue crédible. Mais ce n'est pas le cas. On va regarder là, plus tard dans la présentation quelques éléments par rapport à la crédibilité de revue. Donc, pour aller en autre exemple de service prédateur, il y a aussi de conférences prédatrices. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il vous annonce un événement, il vous invite, le chercheur peuvent recevoir des messages, des courriels, généralement très flatteurs, invitant l'auteur d'envoyer son article et soumettre du matériel pour à présenter dans la revue, dans le cadre de la conférence. Ben ici, ce que vous voyez là, dans la présentation, dans le fond, c'est un chercheur que lui, il a fait un test pour voir jusqu'à quel point euh, euh, il n'y a pas de révision du contenu qui est soumis, là, parce que ça, c'est une caractéristique de service prédateur. Il n'y a pas de révision par départ. Donc, l'article, il est rapidement accepté et voilà. Mais pour l'auteur, ce n'est pas quelque chose qui est évident parce que on s'attend à ce qu'il y a une révision par départ. Donc voilà, c'est que ces chercheurs-là, il a testé, il a rédigé un article, il a soumis là, un article pour une conférence et il a rédigé à l'aide de son portable, de son application voyons, la fonctionnalité d'autocomplétion de son téléphone intelligent. Comme ça, il a rédigé tout en article, il a soumis et l'article a été accepté. Donc, tout ça, là, ça fait ressortir jusqu'à quel point ces services-là ils sont là simplement pour faire profit dans le système actuel de publication scientifique. Un autre service prédateur, ici, un service qui vous offre la possibilité de figurer parmi les auteurs d'un article scientifique. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez les contacter, vous payez et voilà, vous figurez parmi les auteurs. Ça, c'est un peu plus évident là, que c'est une pratique non éthique, alors que deux autres, c'est vraiment là, quelque chose qu'un chercheur qui est pas, il porte pas attention, il va vraiment tomber dans le piège, il peut et il peut, bref, publier dans une revue ou conférence prédatrice. Mais voilà, c'est des choses qui se présentent, qui peuvent se présenter là, dans votre parcours académique. Puis là, cet exemple-là, on tombe un peu plus là, dans les pratiques frauduleuses. Donc, il y a des cas où des établissements ils payent pour des auteurs, souvent des auteurs qui ont un certain prestige, qui sont relativement prolifiques dans leur discipline et ils reçoivent un montant d'argent pour inclure le nom d'un établissement parmi les adresses institutionnelles lorsqu'il publie un article. C'est-à-dire que lui, il a son affiliation, disons, officielle et l'auteur, il va indiquer son affiliation dans l'article qu'il va publier, mais il peut aussi indiquer une deuxième entrée pour son affiliation institutionnelle et
c'est à ce moment-là que ça crée l'opportunité pour ces genres de pratiques. Donc, voilà, ça c'est en biais, ce que vous voyez dans la diapo, c'est en biais de blog qui constate la hausse de cette pratique-là. Donc, vraiment, là, on rentre un peu plus dans les pratiques frauduleuses. Ça, c'est en cas, là, une nouvelle qui est sortie dans la revue Nature d'un chercheur qui a, c'est un cas extrême, là, un chercheur qui a manipulé le processus de révision par des pairs et il a imposé aux articles pour lesquels il révisait pour que les auteurs y incluent des citations à ses propres articles parmi dans la liste de référence des articles. Donc, de cette façon-là, lui, les articles qu'il a publiés, il recevait davantage de citations parce que les articles que l'auteur révisait devaient ajouter des citations à ces articles. Bref, ça a été, c'est ça. Finalement, c'est un cas qui est venu, qui a pris de l'ampleur et c'est ça, le chercheur, il a vraiment mis en péril sa réputation. D'autres nouvelles aussi dans Nature, celle-ci, en 2019, de nouvelles outils qui permettent de reconnaître des autostations. Parce que les autostations, souvent, là, le plus traditionnel, mettons qu'on va dans des bases de données et qu'on décoche la fonctionnalité de recherche de compte de citations, des comptes des autocitations. Mettons, on décoche cette fonctionnalité, donc on va avoir le nombre de citations sans les autocitations des auteurs. Ça, dans le fond, ça va aller identifier les autocitations selon le nom de l'auteur lui-même. Par contre, il y a des pratiques qui sont un peu plus difficiles à reconnaître, donc c'est qui impliquent un peu plus les collaborateurs des chercheurs. Donc voilà, il y a eu des nouveaux développemps là, qui ont soulevé des pratiques aussi d'abus d'autocitation de la part des chercheurs. Donc voilà, c'est notre nouvelle. Et il y a aussi des pratiques d'abus d'autocitation au sein de revues. C'est-à-dire que s'il vous arrive de soumettre un article à une revue et que vous recevez là, dans les commentaires là, ou les corrections à apporter à votre manuscrit, si vous recevez en tant qu'exigence d'inclure une portion de votre liste de références à des articles provenant de la revue elle-même ou encore provenant d'une liste de 3-4 autres revues. Ça, c'est des mauvaises pratiques d'autocitation au sein de revues. Donc, c'est des cartels. Si vous êtes obligé de choisir parmi une liste de 3-4 de quelques revues, ça veut dire que c'est un cartel. Ça veut dire que tous ces regroupements de revues-là, eux, ils s'organisent entre eux pour faire en sorte que tous les auteurs qui font de soumission d'articles à ces revues-là, ils reçoivent le même, se font imposer aussi là, pour la même chose. Donc voilà, mais c'est ça, il y a des conséquences. À votre droite, là, vous avez une annonce pour c'est Clarivate, la revue, la compagnie responsable de la base de données Web of Science. Eux, si ils constatent de pratiques frauduleuses, d'abus d'autocitation au sein de revues, les revues sont retirées de l'index. C'est, à ma connaissance, c'est la seule base de données qui entreprend ce genre de démarches-là. Ce qui est très bénéfique pour la communauté
Et ça rend aussi là, les éditeurs responsables pour ces actions d'abus d'essais de manipulation des indicateurs. Donc, voilà, c'est très, voilà un petit peu le scénario. Il y a il faut être vigilant, il faut être prudent. C'est sûr que on veut pas, on veut éviter de citer un article qui finit par être rétracté. Par contre, il y a des études qui montrent que même suite à la rétraction d'un article, il continue à être cité. C'est sûr que normalement est en décroissance, donc il serait davantage cité possiblement s'il n'avait pas été rétracté. Par contre, ça veut dire que le chercheur, quand il cite un article, ils ne font pas ses recherches comme il faut. C'est-à-dire, ne vérifie pas, il ne fait pas de vérification par rapport à la qualité du contenu qu'il cite dans ses articles. Donc, c'est un phénomène qui est rapporté, donc il faut vraiment faire attention. Il faut faire ses recherches avant de citer son article. Par contre, il peut arriver que l'article finit par être rétracté pour différentes raisons, pas nécessairement pour des raisons des raisons éthiques, mais bref, pourquoi que l'article a été rétracté? Bon, si vous vous rendez compte que, ah mon Dieu, j'ai fait une citation à cet article-là, puis là, il vient d'être rétracté. Donc, ce qui est recommandé, c'est de vraiment de prendre le temps pour évaluer si cette rétraction-là, si elle a en effet, si elle a un impact dans les conclusions de votre étude. Et ce qui est aussi recommandé là, par des membres du comité de l'application éthique, le COP, ce que vous voyez dans ces billets de blog-là, c'est que peu importe la raison de la rétractation, il est suggéré de corriger votre publication, spécialement s'il s'agit d'un review. Donc, voilà, en passant, ça c'est en biais là, de la de Retraction Watch. Dans le fond, le Retraction Watch, c'est une communauté, là, une organisation non à but non lucratif. Eux, ils surveillent des cas, des fraudes scientifiques et ils ont aussi une base de données d'articles rétractés publiés parmi toutes les disciplines. Donc voilà, eux, ils ont aussi, là, ils ont un compte Twitter, ils ont une sorte de blog. Donc, c'est très intéressant de suivre c'est qu'eux, ils retrouvent un peu comme pratique dans le milieu académique. Ensuite, donc voilà. Ben ici, dans le fond, j'ai trouvé ces cas ici aussi très intéressants, aussi publiés dans le site là, de Retraction Watch. Et dans le fond, ça sert un peu à sensibiliser les chercheurs aux conséquences que ça peut avoir dans la société. Parce que les chercheurs, ils sont très, très, très concentrés là, dans leurs travaux, dans leurs résultats, dans leurs données, dans les articles, dans les indicateurs, dans les citations. Et il peut, l'impact réel de ces recherches, de ce qui est publié, il n'est pas nécessairement réfléchi. Donc, ça, c'est un cas d'un chercheur qui a eu plusieurs articles rétractés. Et donc, il y a eu une série d'articles publiés particulièrement sur un fluide synthétique, le
celui-là qui est dans le diapo, et qui a eu un impact très important là, des politiques gouvernementales par rapport à l'usage de cette substance-là dans le milieu pharmaceutique. Donc, c'était aussi là, un cas extrême de articles rétractés. Si on continue à regarder un peu plus, donc, euh, vous pouvez trouver plein de cas, plein de chercheurs qui essaient de sensibiliser davantage la communauté sur les enjeux, les enjeux éthiques de la publication scientifique. Donc, je trouvais intéressant cet article ici qui parle un peu des rétractions, surtout dans la période de pandémie et les effets là, qui ont davantage d'ampleur dans le milieu académique et social. Donc, ce qu'ils recommandent, c'est pas vraiment des recommandations, mais ils soulèvent vraiment l'importance d'être conscient de l'impact de ce genre de pratiques. Il faut être vigilant, il faut se servir des outils le plus possible pour éviter le plagiat et publier de la recherche de qualité. Aussi, il faut être vigilant par rapport aux données. Lorsque vous soumettez un article, il faut que ce soit possible de vérification. Donc, pour éviter là, tous les pièges de la communication savante, on commence par faire des recherches sur Internet. Donc, on essaie on va cerner notre... OK, on publie un article, on fait sa rédaction, nous avons la liste, on fait notre recherche bibliographique, on a notre liste d'articles qui sont intéressants, pertinents pour notre recherche, pour faire notre base de mon cadre conceptuel. OK, ces articles-là, dépendamment du chercheur, là, de son bagage académique, parfois il connaît l'étude, il connaît les auteurs, il connaît déjà le contenu à force de l'avoir cité dans le passé. Par contre, si on est plus dans un domaine en émergence ou encore là, les jeunes chercheurs, les étudiants en cycle supérieur, nous avons un peu plus de difficultés à reconnaître des chercheurs, des experts et de se faire une tête par rapport à la à la fiabilité, à la qualité des données. Donc, on commence par faire ces recherches sur Internet. Quels sont les articles? Quels sont les auteurs qui ont publié tel article? Donc, on commence à regarder, OK, bien, ces chercheurs-là, je vais regarder, est-ce qu'il y a un bagage dans ces domaines-là? Est-ce qu'il a été cité? Où est-ce qu'il a publié? Donc, tout ça, c'est des éléments qui peuvent nous rassurer par rapport à notre choix de citer ou pas une étude. Quand on fait des recherches sur Internet, on peut tomber sur des profils des chercheurs et regarder en gros à quoi ça ressemble les indicateurs. Et le plus important pour retenir en ce moment, c'est vraiment de savoir que des indicateurs qui proviennent de sources différentes ne sont pas comparables. Donc, si on prend un même chercheur et on fait la recherche dans Google Scholar versus son profil de chercheur dans une base de données telle que Web of Science, qui est une base de données classique qui offre des données des citations. Donc, vous n'allez jamais trouver les mêmes indicateurs. Simplement à cause de la couverture. Bien, la couverture, c'est la principale raison. Web of Science, il va compiler des citations provenant des articles indexés aussi dans Web of Science. Alors que Google Scholar, il couvre beaucoup plus large, donc il reconnaît davantage
d'occurrence de citation. Par contre, il faut faire attention parce que Google Scholar, il est connu par une mauvaise qualité des données. Il y a beaucoup de redondance, il y a des données qui sont erronées, il y a des documents qui sont reconnus en tant que publication scientifique alors qu'il s'agit de plans de cours ou de présentations PowerPoint. Donc, il y a beaucoup il est très critiqué là, par rapport à la fiabilité et à la précision des données. Aussi, c'est très facile à manipuler. Donc, voilà, si vous avez l'intérêt, là, un peu la curiosité de regarder cet article-là qui présente comment ben, voilà, dans le fond, il soulève l'enjeu de la possibilité de manipulation des données de Google Scholar. Donc, il ne faut pas vraiment prendre pour acquis que les données de Google Scholar sont de bonne qualité. Donc, il faut simplement en être conscient. OK. Là, on revient un peu dans la pratique. Là, pour vous, vous êtes en train de rédiger votre article, vous allez citer une publication. J'aimerais simplement vous mentionner que, bon, une citation, là, il faut que ça remplisse ses fonctions et essentiellement, il y en a 3 fonctions. La fonction de vérification, la fonction de reconnaissance et de documentation. Bien, vérification, il faut que le lecteur soit en mesure de vérifier la précision de l'information que vous présentez dans votre article. La reconnaissance, c'est la fonction d'accorder de crédit, c'est-à-dire une telle découverte, ça appartient à tel chercheur. Donc, on reconnaît que les auteurs, les responsables pour des découvertes précédentes. Et la fonction de documentation, c'est-à-dire on indique la source, on indique que, la provenance où l'article a été diffusé. Il y a 2 types de citations. Une citation qui est alignée, qui est en accord avec mes hypothèses de recherche. La citation qui va dans un sens opposé. J'en reviens tout à l'heure. Quand vous décidez, bien, la diapo précédente, c'était plus pour vous donner là, en contexte, vous donner en sens. Pourquoi qu'on cite? Qu'est-ce que ça fait? Quel est l'effet de la citation? Voilà. J'aimerais vous parler de quelques éléments pour faire en sorte que vous citez de façon responsable. Parce que dans notre quotidien, on peut porter moins attention à certains détails et plus tard, on peut se rendre compte que ça nuit un peu plus ou moins la qualité de notre étude. Donc, si on veut vraiment assurer d'avoir une belle rédaction, que pouvez-vous faire pour citer, pour bien faire vos citations? Donc, la première chose, je crois que c'est vraiment la base, c'est de vraiment consulter la source originale de la citation, de l'information, excusez. Donc, c'est-à-dire, vous êtes en train de lire un article parce que cet article-là est intéressant, et là, l'article que vous lisez, il cite un autre article. Donc, puis là, vous êtes, ah, OK, puis là, c'est ça, cette citation-là, elle est intéressante, mais il faut aller regarder l'article ou l'original de la source. Et ça, c'est vraiment, c'est essentiel parce que ça reste une interprétation de l'auteur des résultats qui est en train de mentionner, de référer dans son texte. Donc, pour vous,
c'est primordial de citer. En plus, c'est pas vraiment acceptable de faire une citation d'une citation. Donc, allez voir votre source originale. Et j'aimerais faire le lien avec, j'ai tombé récemment sur cette définition-là, la citation de Troie, Trojan Citation, qui elle peut survenir de façon volontaire ou involontaire. Et dans le fond, c'est quand on fait une citation d'un article, selon une moindre découverte, une moindre contribution par rapport à celle qui est par rapport à la contribution qui est vraiment la plus importante amenée dans l'article que vous citez. Donc, vous donnez un exemple, là, vous publiez un article, vous trouvez un article intéressant dans la liste de références d'un article, puis là, vous allez consulter, vous allez voir, vous n'arrivez pas à trouver l'article original. Parfois, c'est un peu plus difficile. Il y a des possibilités que vous pouvez aller voir avec la bibliothèque, etc. Mais là, vous n'avez pas, vous avez pas le temps. C'est un détail, c'est une information, une courte information que vous cherchez. Et là, vous décidez de faire la citation quand même. Donc, peut-être que vous trouvez le résumé de l'article. Vous vous sentez satisfait avec l'information que vous avez trouvée dans le résumé de l'article. Vous décidez de citer l'article quand même. Il y a des cas où la citation qui a été faite, ça faisait référence à une moindre découverte et la vraie découverte de l'article cité était une découverte qui était similaire à l'article citant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir là, le lecteur, plus tard, qui peut trouver les deux articles, il peut se poser des questions par rapport à ah, mais là, cet article-là, il cite l'autre, mais les découvertes sont similaires. Ça peut remettre en question vos connaissances vos milieux, de votre domaine. Donc, c'est vraiment quelque chose à éviter. Ou souvent aussi, la station de Troie, parfois ça peut survenir aussi quand on essaie de répondre aux exigences du comité qui révise votre article. Et parfois, ils vont le dire, ah, cet article-là, il est un incontournable, il faut le citer. Puis là, vous retrouvez avec cette exigence-là et vous ne savez pas trop comment l'incorporer dans l'article. Et vous le faites d'une façon qui n'est pas vraiment la plus celle qui le contexte n'y est pas précis. Donc, vous manquez des éléments par rapport à la contribution réelle de l'article que vous citez. Et bon, par ailleurs, le contexte de la citation étant des éléments là, qui est présenté là, dans la liste, donc fournit le contexte de la citation. C'est vraiment important. Donc, c'est pas juste, ah, il faut citer ces documents-là, ben on l'ajoute dans la liste de référence. Non, non, non. C'est pas une bonne pratique. Donc, il faut vraiment incorporer l'information dans votre article. Un autre élément aussi, n'ayez pas peur des études qui vont dans un sens contraire au vôtre. Parfois, on peut essayer de les éviter, pas trop se renseigner parce qu'on risque de se rendre compte qu'il s'agit d'un incontournable. Donc, on va l'éviter. Il ne faut vraiment pas le faire. Justement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça peut remettre en question vos connaissances de votre domaine.
Et en réalité, le fait de citer des études qui vont dans un sens, dans un sens contraire de votre étude, dans le fond, le fait de les citer, ça rend votre contenu plus riche. Et oui, ça prend un peu plus d'effort pour discuter les résultats comme il faut, mais il ne faut pas l'éviter. Les autostations, hein, on avait parlé un petit peu au début, là, les autostations, il y a des abus des autostations, mais c'est vraiment des cas extrêmes. C'est correct de s'autociter. Dans le fond, il faut appliquer la même rigueur que vous appliquez à d'autres, à tous les articles que euh, que vous intégrez dans votre liste. Vous soyez aussi exigeant envers vos propres contributions et faites les stations lorsque nécessaire. On avait parlé un petit peu aussi les revues prédatrices, les conférences prédatrices, services prédateurs. J'ai pas préparé d'un contenu approfondi à cet effet pour cette présentation ici parce que, dans le fond, je voulais vous sensibiliser à l'enjeu. Il faut tout le temps là, porter un regard critique à ce que vous trouvez. Malheureusement, il n'y a pas de recette. On parle de plus en plus là, le spectre de comportement, c'est ça, spectre de comportement prédateur. Donc, c'est souvent difficile de trancher. Ça, c'est une revue prédatrice. Ça n'en est pas une revue prédatrice. Donc, on est plus dans moi, mes collègues bibliothécaires qui soutiennent leurs chercheurs, leurs usagers dans l'évaluation des sources de revues. Dans le fond, on va regarder plusieurs éléments et on va plus présenter, là, voici les constats par rapport à différentes caractéristiques en lien avec la revue. On va regarder l'éditeur, est-ce que l'éditeur est connu? On va regarder si la revue, elle est indexée dans certaines bases de données. Parfois, la discipline aussi fait en sorte que les revues sont moins, euh, moins indexées dans des bases de données internationales. Donc, si un chercheur, il travaille beaucoup là, dans un volet qui est un peu interdisciplinaire, là, médecine, sciences sociales. Les sciences sociales et humaines sont vraiment là, des disciplines où cela peut survenir, c'est-à-dire on parle d'une revue crédible, une bonne revue, mais ce ne sera pas nécessairement retrouvé dans des bases de données internationales. Donc, il y a des éléments, il y a des aspects disciplinaires à rendre compte. Et bon, dans le fond, là, pour vous, ça, je vous présente un outil qui permet quand même, là, c'est le Think, Check, Submit. Donc, c'est de sensibiliser. L'idée, c'est de sensibiliser la communauté là, à réfléchir avant de soumettre votre article. Il existe dans le fond des ateliers que nous, on donne, là, les bibliothèques, on offre pour appuyer davantage, pour démontrer comment évaluer des articles. Donc, on va pratiquer, on va regarder plus d'exemples et on va on va former davantage là, les usagers pour ce processus-là. Ici, c'est une autre ressource. Aujourd'hui, je suis plus en mode partage de ressources pour vous outiller selon vos besoins d'information. Ici, c'est une petite liste qui donne aussi là, une bonne idée lorsqu'on parle d'une revue en libre accès, parce que les revues en libre accès là, sont vraiment la cible des éditeurs, des services prédateurs, parce que c'est un modèle qui favorise
cette pratique-là, malheureusement. Donc, c'est vraiment malheureux parce que là, libre accès, on veut que le chercheur privilégie les pratiques en libre accès. On veut promouvoir la recherche en libre accès. Donc, et dans certaines disciplines, il y a encore là, un petit peu de préjugement par rapport aux revues en libre accès là, sur que ce sont des revues de moins de qualité, et ça, c'est faux. Euh, donc, voilà une ressource là, qui peut s'avérer intéressante si jamais vous tombez sur une revue là, auquel vous jugez que ça vaut la peine là, de prendre le temps d'évaluer. Donc, voilà, plusieurs éléments qui peuvent vous servir de guide. Une autre ressource complémentaire, il y a une capsule là, qui est très intéressante. Ça présente vraiment une courte synthèse, mais ça peut être très formateur aussi pour des jeunes chercheurs, les étudiants de cycle supérieur par rapport aux éditeurs prédateurs, comment reconnaître les revues prédatrices. Donc, vous allez voir, là, les chercheurs, ils se font souvent rapprocher par des éditeurs qui souhaitent les inviter à soumettre ces articles. Donc, c'est là où il faut faire vraiment attention. D'autres ressources complémentaires, j'avais mentionné aussi plutôt dans la présentation qu'il faut explorer, là, se servir le maximum possible des outils pour faire une bonne citation, éviter le plagiat. Bon, ça, c'est la base là, des services qu'on offre. Donc, bien cités là, plus dans un aspect technique. Donc, les formats de citation. Il y a des astuces aussi pour gérer vos références bibliographiques et pas trop se casser la tête dans les styles bibliographiques-là, parce que ça peut être très ardu. Chaque revue peut exiger des différents styles bibliographiques. Donc, ça vaut la peine de se renseigner. Éviter le plagiat. On constate que les usagers n'ont pas la même perception sur ce qui constitue un plagiat. Donc, ne prenez pas pour acquis que vous en connaissez assez. Nous avons des très belles ressources qui ont été produites là, par le Bureau du droit d'auteur de l'Université de l'Université à Laval. C'est vraiment une référence. Notre Bureau du droit d'auteur, c'est une référence là, au Québec dans le domaine. Si vous avez des besoins pointus, n'hésitez pas à contacter votre bibliothèque. Nous avons du personnel très qualifié pour vous faire des formations individuelles, de groupe. On est là pour vous soutenir. Je vous laisse avec une citation pour vous encourager là, à prendre votre temps et porter un regard critique envers tout ce que vous trouvez sur Internet en tant que possibilité, en tant qu'opportunité. Donc, articles that accurately represent the state and main achievements of their field will be the ones trusted, cited, and used by other researchers. Et c'est ça qu'on veut, en bout de compte, c'est d'apporter notre contribution à l'avancement des connaissances. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.